de militants écologistes, d'universitaires, de chercheurs, est devenu, depuis les années 2000-2010, notamment depuis 2015, un discours gouvernemental. Donc ça veut dire que c'est officialisé, ce sont des engagements officiels. Mais en plus de cela, il y a des nouvelles dynamiques d'entreprise qui intègrent ces nouveaux enjeux. Alors, le fondement du changement aujourd'hui, c'est qu'on change, on bascule d'une économie dite en cycle ouvert, c'est-à-dire consommatrice de ressources polluantes, vers un modèle économique nouveau en boucle circulaire où on a une plus grande efficacité de ressources, bien sûr, où on cherche ce qu'on appelle le découplage de la croissance par rapport à la consommation de ressources, qui sont par définition finies. Ça peut paraître un exercice bizarre, et même un exercice impossible à réaliser, mais c'est l'objectif qu'on se donne dans le cadre de la démarche de développement durable, et ça appelle à un tas d'innovations, à des démarches innovantes, à un changement culturel et à ce qu'on appelle un changement de paradigme. C'est-à-dire le changement de paradigme, c'est finalement de se dire il faut arrêter de prioriser les logiques à court terme, le simple profit, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais le bottom line, purement économique, pour intégrer d'autres dimensions qui permettent d'assurer justement cette durabilité, cette soutenabilité du développement. Alors, évidemment, quand on parle de développement durable, on a tout le temps l'impression de parler que de l'environnement. On ne parle pas que de l'environnement. Attention, on parle aussi de la dimension sociale, parce que le modèle classique est un modèle profondément inéquitable, et je me permets souvent de dire que c'est un modèle criminel. Le modèle de développement que nous avons aujourd'hui est un modèle criminel parce que c'est la source de très nombreux conflits, de très nombreuses guerres dans le monde, de phénomènes d'appauvrissement, de paupérisation, de guerres latentes, d'exploitation injuste de ressources et des phénomènes d'immigration qu'on connaît aussi, dont la source est les profondes inégalités qui existent au travers de la planète. Et donc finalement, cette nouvelle approche-là, elle est liée donc ce qu'on appelle le triptyque classique donc de cette recherche d'équilibre entre l'économique, le développement économique, le développement social et le développement environnemental. Et on cherche souvent à utiliser le terme vivable, durable, viable. C'est-à-dire que finalement un développement qui permette d'assurer de grands équilibres. Mais quand on parle d'économie verte, on parle d'un changement de paradigme. Quel est le changement de paradigme nouveau sur lequel on se pose? Ce qui est apparu dans un premier temps, donc à la fin des années 70, notamment avec l'émergence du concept de RSE, ça a été celui de réduire l'impact, gérer le risque. Donc c'est l'approche classique du développement durable qui était à la mode dans les années 70 et 80, et dont la conclusion principale que nous avons aujourd'hui, notamment depuis le début des années 2000, c'est que ça ne suffira pas à réduire le rythme de dégradation. Donc l'approche par les risques en théorie de management classique est un concept dépassé aujourd'hui. Parce que le fait que percevoir l'environnement comme un risque ou la question sociale comme un simple risque qu'il suffit de réduire a montré qu'on ne pourra pas faire changer le cap du Titanic. En fait, ce qu'il faudrait, c'est carrément changer la manière de réfléchir en mode économique et d'intégrer prioritairement les enjeux environnementaux et sociaux. Et donc, c'est à plusieurs niveaux que ça se joue. C'est à la fois à l'intégration du développement durable dans les politiques publiques, c'est l'intégration du développement durable dans les modèles d'entreprise, donc ce sont ce qu'on appelle des changements de modèles d'affaires, et c'est aussi la mise en œuvre de nouveaux postulats de fond. Le postulat de fond, pour vous donner un exemple, c'est que si moi je fais une étude d'impact sur un projet, polluant, ayant des impacts, si je considère que je peux réduire un peu l'impact, je pourrais éventuellement faire ce projet. Le changement de postulat de fond, c'est qu'on ne peut plus se permettre cela. En fait, il ne faut pas faire ce projet. Il faut le faire radicalement d'une manière différente. C'est là où on est appelé à changer ce qu'on appelle les modèles d'affaires des entreprises et des démarches de développement public.
Donc il y a de nouveaux concepts aujourd'hui, économie verte, économie circulaire, production propre et efficiente en ressources, mode de consommation de production durable, qui sont autant de nouveaux concepts liés, qui se ressemblent, mais qui, évidemment, chacun opère dans un champ conceptuel différent. Donc aujourd'hui, nous parlons d'une économie, et Sophie Aubert l'a rappelé, donc sur le fondement de la notion d'économie verte, donc c'est cette projection économique du développement durable. Donc c'est le développement durable dans sa dimension économique et dans sa dimension de création de valeur, essentiellement par l'entreprise et par les communautés. Et donc c'est une vision qui permettrait à la fois de se poser la question de préserver la planète sur les grands enjeux, donc notamment ce qu'on connaît, donc le réchauffement climatique fortement lié aux émissions de CO2 et de méthane aussi, ne l'oublions pas, mais ce sont aussi les problématiques de pollution, ce sont les problématiques de préservation des ressources, d'économie aux ressources. Donc pour nous, essentiellement, on connaît bien les ressources principalement à risque chez nous, comme les ressources en eau, la ressource naturelle, les gisements, mais aussi les espaces naturels, ce qu'on appelle le capital naturel donc, de la planète d'une manière générale et de chaque pays. Mais c'est aussi cette approche donc, plus sociale et plus solidaire de l'économie. Qu'est-ce qui est en train de changer aujourd'hui? En fait, il y a 4 drivers, ce qu'on appelle des drivers. Je ne sais pas en français comment on appelle ça. Je te laisse là. Hein? Tu n'en sais rien, d'accord. Donc, en fait, les drivers de changement, ça veut dire que qu'est-ce qui fait changer les choses? Donc, un premier élément, c'est cette dynamique sociale. Aujourd'hui, les citoyens demandent de l'économie verte, demandent du produit propre, ils veulent assumer une responsabilité écologique. Donc déjà, c'est la dynamique du citoyen qui est demandeur. Le consommateur, qui est lui-même appelé à changer ses pratiques, bien sûr, la responsabilité du consommateur est là, mais il est aussi demandeur d'un changement. Et donc, c'est un premier élément aujourd'hui, ce sont les nouvelles pratiques de consommation. Le deuxième élément de changement, ce sont les éléments de prise de conscience gouvernementale, donc l'adoption croissante de politiques publiques allant dans le sens du développement durable. Et pour parler de l'Algérie 2 minutes, on a quand même des engagements qui sont à la fois au niveau international, donc à travers le fait qu'on ait ratifié les accords de Paris, les objectifs de développement durable, le fait que l'Algérie soit engagée au niveau de toutes les COP et tout ça, mais c'est aussi au niveau du programme du gouvernement, puisqu'il y est fait référence quand même à l'économie verte officiellement dans le cadre du programme du gouvernement. Donc il y a des prémices d'un changement. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle les dynamiques microéconomiques. C'est-à-dire que les dynamiques microéconomiques, c'est que l'entreprise se pose à un moment, et c'est un peu le sens du plaidoyer que nous faisons à CARE. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se posent un moment pour revoir leur modèle d'affaires. Pour se dire finalement, moi, est-ce que je suis inscrit dans une logique de développement durable ou pas? Est-ce que je suis inscrit dans une logique circulaire? Est-ce que je suis inscrit dans une logique d'efficacité de ressources? Est-ce que je suis inscrit dans une logique d'une meilleure, d'une optimisation de ce que je pollue? Est-ce qu'il est possible que je fasse mieux? Et quatrième élément, ce sont les dynamiques mésoéconomiques, ce qu'on appelle dynamique mésoéconomique, c'est-à-dire que finalement, beaucoup d'entreprises vont vous dire, écoute, moi tout seul, je ne peux pas. C'est impossible à mon échelle. Je suis là, j'ai la tête dans le guidon. Tous les jours, chaque matin qui vient, je suis occupé avec mon quotidien. Je ne peux pas bouger. Et donc, le mésoéconomique est très important ici pour qu'on puisse changer. C'est-à-dire que les gens doivent faire les choses ensemble. Et pour un pays qui, notamment, est à 99,99% structuré en PME et en TPE, l'action collective est plus importante parce que c'est des choses qu'il faut construire ensemble. Parfois, il faut chercher des solutions dans les filières, dans les territoires, et cette dynamique mésoéconomique peut être au démarrage plus importante que la dynamique microéconomique, pour commencer, parce que c'est le fait de s'entraîner ensemble à faire des choses. Alors, ça c'est un peu théorique, vous me direz, oui c'est vrai. La projection réelle, donc chez nous la projection réelle, c'est que, bon ça je vais passer vite parce qu'on le connaît tous, on est un pays très riche, très dynamique, etc., mais ça ne décolle pas. Donc ça ne décolle pas, ce n'est pas l'objet de cette matinale de dire pourquoi ça ne décolle pas. Par contre, ce qui est important, ce qu'on veut dire nous, c'est qu'on pense qu'il y a besoin de définir ce qu'on appelle de nouveaux relais de croissance, une autre manière d'approcher la notion de croissance dans un pays en développement
et qui aspirent à l'émergence comme l'Algérie. Alors, rechercher un relais de croissance, nous, à CARE, ce qu'on dit, c'est que l'économie verte est une autoroute de croissance. Parce qu'elle offre tellement d'opportunités dans un monde en changement, justement, que nous avons presque la chance de ne pas être si industrialisés que ça. Parce que finalement, si on entame une véritable démarche de développement industriel, on la fera directement dans un cadre d'économie verte. Et c'est une opportunité pour nous. Alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus difficile de faire la transition. Et nous ne sommes pas obligés de choisir des modèles qui passent par le cycle polluant, destructeur de la nature, comme d'autres pays qu'on ne va pas citer, pour dire que c'est un passage obligé, le low cost, etc. Et il faut fournir des produits pas chers, quel que soit le coût environnemental et social. Nous, on dit non. Il y a une autre voie aujourd'hui, c'est de basculer directement dans l'économie verte. Et c'est le cœur du plaidoyer de CARE. Et c'est le cœur de ce que nous voulons faire à l'avenir. C'est-à-dire, à l'avenir, nous voulons construire des plaidoyers dans ce sens. Et on fait appel à toute la communauté d'entreprises et d'experts pour qu'on puisse faire les choses ensemble sur ce point-là. Donc ces nouveaux concepts-là, c'est justement de se dire finalement, c'est quoi le contexte. Le contexte dans lequel nous avons cette énorme opportunité. C'est que d'un côté, toute la modélisation basée sur le low cost aujourd'hui atteint ses limites. Il y a d'autres pays qui sont mieux que nous, de toute façon, dans le low cost, et les 30 dernières années de développement l'ont prouvé. Donc, qu'il y avait des gens qui savaient faire mieux que nous dans le low cost, et que c'est eux les champions du low cost, donc ce n'est pas nous du tout. Donc finalement, sortir de cette logique-là où on construit des stratégies de compétitivité basées que sur le coût. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper du coût, mais qui seraient basées que sur le fait de fournir un produit à bas coût. Et donc d'entrer en compétition avec d'autres pays proches ou lointains qui seraient, donc, sur lesquels on serait en train de se marcher sur les pattes. Alors que l'alternative qu'on a, c'est de répondre à une nouvelle demande. Aujourd'hui, les gens, pour un produit ou un service, qu'il soit industriel, agricole ou autre, les gens vous posent des questions du genre, c'est quoi votre empreinte carbone pour votre produit? C'est quoi l'empreinte eau de ce produit? Est-ce que, si c'est alimentaire, est-ce que c'est un produit bio ou pas? Donc, je ne parle pas du bio marketé à l'international, je parle du vrai bio. Bon, ça, c'est un aspect normatif. Est-ce que le sourcing de ce produit, est-ce que le sourcing, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur amont, donc tout l'approvisionnement, toutes les matières premières, sont véritablement durables, ou bien est-ce qu'ils sont destructeurs des équilibres sociaux et de la nature? Et donc, si on se pose ces questions-là, on voit à quel point on a un champ très large. Ce qu'on appelle la marge de progrès pour l'économie algérienne, elle est énorme. Parce que si nos entreprises réussissent à faire le saut, celles qui existent et celles qui sont à créer, et je crois qu'il y a plus d'entreprises à créer encore en Algérie que d'entreprises qui existent. Et donc le discours, il est surtout orienté vers les nouvelles entreprises. Ce n'est pas toutes des start-up, on ne parle que de nouvelles entreprises, mais certaines sont des start-up et qui seront appelés donc à prendre ce tournant du développement durable et de l'économie verte. Moi, personnellement, j'ai eu un grand plaisir, et mes collègues aussi qui sont dans les différentes initiatives start-up, on a souvent le plaisir de constater que beaucoup de projets de start-up en Algérie sont des projets qui s'inscrivent totalement dans une logique durable et d'économie verte. Donc finalement, le cadre d'opportunité, c'est de se dire qu'on va s'intégrer dans l'économie mondiale par le haut, plutôt que de chercher à s'intégrer par le bas. Et comment? En fait, c'est développer une nouvelle offre de produits et services décarbonés ou à faible empreinte en carbone, intégrant l'approche d'économie circulaire, biologique et durable, moins polluant bien sûr, et beaucoup plus efficient en ressources. Et donc ce pack-là de critères, ce qu'on appelle donc le paquet de critères sur lequel on doit apprendre à évaluer l'entreprise, s'évaluer en tant que chef d'entreprise, mais aussi évaluer les entreprises dans le cadre des politiques de développement et dans le cadre de l'efficacité des programmes publics. Donc, c'est cette nouvelle critériologie de nouvelles offres de produits et services, sachant que le marché mondial, il est absolument demandeur de ce tournant-là. Et nous avons l'opportunité aussi, la chance d'être à proximité du continent européen qui a adopté ce qu'on appelle un New Deal européen, donc comment ça s'appelle, the New Green Deal. Donc il y a un pacte vert quand même qui est établi pour l'Union européenne, qui est notre marché naturel,
hein, donc, là aussi, c'est un autre sujet. Donc, mais c'est notre marché naturel et il est tout à fait indispensable de s'inscrire totalement dans cette démarche-là de rapprochement avec l'Union européenne sur la base donc, de l'économie verte. Mais c'est aussi une demande croissante sur les marchés africains, sur les marchés arabes. Aujourd'hui, quand on voit par exemple les marchés des pays du Golfe qui sont en train de développer un cadre normatif très important dans le cadre de l'économie verte, ça montre bien qu'il y a une forte marge de progression. Alors, évidemment, il y a tout un cadre d'opportunités, donc je vais les citer rapidement parce que ça mérite tout un travail de façon de citer tout ce qu'il y a lieu de faire, mais on peut citer quelques cas où les PME et les entreprises algériennes peuvent s'inscrire directement. Et évidemment, les énergies renouvelables. Donc, on ne parle pas que de l'énergie en tant que telle, qui est produite sur une base renouvelable, mais c'est toute la chaîne de valeur qu'il y a derrière en termes de création d'entreprises, d'emplois, donc dans tout ce qui est intrant nécessaire aux énergies renouvelables, que ce soit le photovoltaïque, le thermique, que ce soit l'hydrogène, et ainsi de suite. Derrière, c'est des chaînes de valeur complètes qui peuvent se construire. C'est bien sûr l'agriculture durable et bio. Moi, je me souviens qu'une fois, quelqu'un m'avait dit « Oui, mais l'agriculture, c'est déjà vert. » Et où est-ce qu'il est, Reda? Et la mer est bleue, n'est-ce pas, Reda? Donc, ce n'est pas parce que la mer est bleue que tout ce qu'on fait en économie marine est durable. Ce n'est pas parce qu'un produit agricole est vert, parfois, que c'est durable et que ça s'inscrit dans l'économie verte. Pas du tout. Et donc, il y a aussi une transition à faire dans la production alimentaire d'une manière générale, qu'elle soit agricole, halieutique, etc. Souvent, on nous dit, oui, l'aquaculture, c'est de l'économie verte. Moi, je dis, désolé, l'aquaculture, ce n'est pas de l'économie verte. Tant qu'on n'a pas les critères dont on parlait auparavant, donc applicables ici sur l'aquaculture, ben, elle n'est pas durable, je suis désolé. Elle n'est pas verte. Donc, vous choisissez la couleur que vous voulez, mais ce n'est pas du vert. Et donc, ça sont des créneaux sur lesquels nous pouvons mettre sur le marché mondial des produits qu'on peut labelliser vert si on s'inscrit vraiment dans une démarche. La circularisation de l'économie qui est créatrice de valeur d'une manière incroyable, tout à l'heure on parlera avec Besma Belbjaoui qui est là, donc sur cette énorme opportunité économique de pouvoir développer une économie circulaire parce qu'on est en train de tout jeter, tout simplement, aujourd'hui, et donc on est en train d'épuiser de la ressource d'un côté en amont, et on est en train de jeter et de générer beaucoup de déchets qui ont de la valeur. Et les produits à faible empreinte en carbone, bien sûr, et plus propres, liés aux activités de captation de carbone, qui est un marché monumental aussi, donc que ce soit de la captation verte par le biais, bien sûr, du développement du barrage vert, de développement d'espaces verts fortement, comment dire, des forts puits de carbone, comme l'algoculture, la spériculture, etc. Mais c'est aussi la captation technologique du carbone, parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui nous permettent de capter ce carbone-là, de le retransformer encore en matière et en matériaux. Et donc, il y a beaucoup de marge là-dessus. Les transports durables et aussi les villes durables, le cadre de vie est une énorme source de création de richesse parce qu'aujourd'hui, il y a tellement à faire dans nos villes.